Voilà, vous les avez vus ce matin, mais je vous en redonne un petit aperçu, parce qu'on s'en lasse pas, c'est vrai qu'elle est belle notre armée. Qu'est-ce qu'ils sont nombreux en plus. Puis ils ont des beaux engins, vous avez vu, ils ont des beaux camions, ils ont des beaux véhicules blindés de l'avant, ils ont des fusées pour tuer, enfin ils peuvent tuer des tas de gens, ils peuvent tuer des tas d'ennemis. Pour l'instant on peut pas dire qu'ils en tuent beaucoup, mais enfin s'ils voudraient, ils pourraient, comme on disait de mon temps. Ce qui est amusant, c'est que là, vous avez vu, ils ont des uniformes superbes, ils ont, enfin vraiment des motos, des camions, des voitures, des blindés, des avions, qui n'ont pas volé beaucoup, mais enfin il y a eu des avions. Mais vous savez que les jeunes qui font leur service militaire, quand ils arrivent à la cantine à midi, on leur donne pas de couverts pour manger. Il n'y a pas de couverts dans les cantines des régiments. Il faut qu'ils s'achètent des couverts, ou il faut qu'ils aient ou alors on leur donne des cuillères en plastique, comme on donnait aux détenus suicidaires. Alors, c'est un peu les deux aspects de l'armée française, quoi. Il y a ce qu'on présente au président de la République, hein, et puis il y a ce que vivent les bidasses tous les jours. Mais c'est pas une raison pour se moquer des bidasses, sinon ils n'y sont pour rien, les malheureux. S'ils pouvaient avoir tout ce qu'il leur faut. Il y a même un truc qui est très amusant. Vous savez qu'on a supprimé le mot de corvée. Maintenant, on parle des TGI, travaux d'intérêt généraux, je sais plus. Ça doit être généraux, au moins 3 étoiles. Eh bien, pour faire les TGI, ils sont obligés de fournir, les bidasses qui sont chargés des TGI, ils sont obligés de fournir les produits ménagers, parce que l'intendance ne fournit plus. Voilà. Alors, voilà, c'est les deux aspects de l'armée française. On va pas parler de ça ce soir, mais enfin, je voulais quand même signaler ce petit paradoxe pour commencer cette émission. Ça nous donne l'occasion d'écouter quand même de la belle musique, hein. Voilà, c'était de la musique militaire, de la belle musique militaire. Bonsoir à tous. Bonsoir du 14 juillet. Je vais faire vite parce que je pense que comme tout le monde, enfin comme tous les Français, vous allez aller guincher au bal des pompiers ce soir. Si remarquez, avec un peu de chance, vous êtes tranquille parce que les beurs ils ont été invités à la réception de l'Élysée. Donc il y a des chances pour qu'ils ne soient pas tous dans les balles du 14 juillet. Vous pouvez essayer. Peut-être que, je sais pas, enfin. Et c'est bien les balles du 14 juillet, ça empêche de dormir. Il y a les pétards aussi qui empêchent de dormir, c'est bien. Moi c'est une période que j'aime beaucoup. On va en parler longuement avec Pierre Sidos qui est parmi nous. Bonsoir Pierre Sidos. Bonsoir. Alors je vous ai invité ce soir parce que vous avez comme on dit maintenant, un discours non pas assez intéressant, mais assez paradoxal et fort intéressant sur la Bastille, sur le 14 juillet, et même sur la Marseillaise. Donc je vais vous donner la parole, puis vous allez nous parler de ça, mais avant, on va faire un petit tour de l'actualité, et je voudrais vous donner une nouvelle, ou plutôt donner la parole à Vinnie Vermeulen, que vous connaissez puisqu'il vient souvent dans cette émission, et qu'il est secrétaire général de l'Union des Nations de l'Europe chrétienne, et qu'il a pris à cœur tout particulièrement le soutien au Carmel d'Auschwitz. Et vous avez certainement vu dans la presse depuis quelques semaines ou depuis quelques jours des papiers disant que les carmélites d'Auschwitz étaient partis sur l'ordre du pape. Et ça me paraissait quand même un peu bizarre parce que j'avais publié dans le libre journal de la France courtoise Décadaire dont vous avez peut-être entendu parler, Pierre Sidos, vous avez entendu parler de ce Décadaire ? Oui, bien sûr. Et, enfin, si vous voulez, vous écrivez 68 rue David d'Angers, et vous en recevez un exemplaire spécimen. Je vous le dis, Pierre Sidos. Non, je lis crois même que vous êtes très attentivement, oui. Alors, donc, dans cet excellent Décadaire, j'avais publié il y a quelques décades, pardon. Il y a une décade ou deux. Non, tant que ça. Oui. Attendez, c'est Philippe Varlet qui me fait des gestes. Mais attendez, je vous prépare un truc, vous allez voir la bonne surprise que je suis en train de vous préparer. Je disais une interview de la mère supérieure du Carmel qui avait dit on partira pas. Bon, parce qu'on peut pas demander au Christ de descendre de sa croix, c'est aussi simple que ça. Alors j'avais trouvé bizarre les nouvelles qui nous annonçaient que les carmélites étaient partis. Eh ben, on va demander à Vinnie Vermeulen de nous dire ce qu'il en est exactement. Bonsoir Vinnie. Bonsoir. Wie geht's? Good. Alors, quelle nouvelle? Oui, Serge, tu te rappelles qu'on avait plusieurs fois annoncé que les carmélites partiraient, mais que l'UNEC avait fait des efforts particuliers pour soutenir ce Carmel, et justement beaucoup d'auditeurs aussi de Radio Courtoisie nous avaient soutenu dans cette action. C'était une pression démentielle qui s'était exercée de tous côtés sur les 14 petites carmélites qui ne voulaient que prier en silence là où des milliers de martyrs ont prié en silence jusqu'à leur dernier soupir.
où certains veulent maintenant interdire toute prière. Alors, il y a la nouvelle que les carmélites seraient donc bien restés. C'est-à-dire 6 des 14 sont partis dans le nouveau centre œcuménique qui s'appelle officiellement Centre d'information, de rencontre, de dialogue, d'éducation et de prière, et qui a été financé en grande partie par le Vatican en vue d'un dialogue judéo-chrétien. Alors les autres 8 apparemment sont restés, j'ai ça maintenant de 2 sources, une polonaise et une directement de Radio Juive de lundi de cette semaine. Alors c'est tout simplement l'ancien Carmel qui, en dépit de toutes ces menaces de tout part et de l'ordre d'expulsion du Saint-Père Jean-Paul II pour le 30 juin, non seulement ce Carmel reste donc bien occupé, mais c'est renforcé de 9 autres sœurs. Oui, Pierre Sidus. Oui, pourrais-je intervenir? Parce qu'au fond, il s'agit d'une querelle théologique. Les chrétiens, les catholiques en particulier, prient pour leurs morts et pensent que la prière est utile. Il est bien entendu, notamment en ce qui concerne les âmes du purgatoire, que la prière des catholiques, de leur famille, de leurs amis, peut avoir une incidence. Tandis que dans la religion mosaïque, hormis le Kaddish, la prière des morts, on ne prie pas pour les morts, et le reproche qui est fait aux carmélites, et notamment la présence de la croix, dont la radio que vous citiez indique la sinistre croix, c'est de vouloir faire de la récupération post-mortem d'âmes qui seraient d'origine hébraïque. Voilà, c'est un problème. Donc le Carmel d'Ojiecin, en polonais, c'est un problème d'ordre théologique. Merci Pierre Sidus. On va vérifier, on va attendre d'avoir plus d'informations sur cette affaire, mais enfin je tenais à donner la parole à Vinnie Vermeulen, puisqu'il a été un des fers de lance du soutien à ce Carmel d'Auschwitz. Je tenais à lui donner la parole sur Radio Courtoisie pour qu'il puisse nous nous livrer un point immédiat de la situation. Merci Vinnie. Merci à bientôt. Merci beaucoup. À part ça, quand même, moi je dois dire que, alors ça n'a rien à voir bien sûr, mais je dois dire que plus le temps passe et plus je deviens mitterrandiste. Alors ça, il est extraordinaire, tonton. Vous l'avez vu avec les journalistes là? D'ailleurs, j'ai remarqué, il n'y avait ni Yvan Levaille, ni Anne Sinclair. C'est vraiment, je me demande, là, c'est vraiment, c'est à la limite. Hein, bon. Et donc, mais il a été formidable. Oh là. Qui est-ce qui l'interviewait? Il y avait, il y avait Poivre d'Arvor. Il est en examen ou il n'est pas en examen? Non, il est entendu comme, on ne sait plus maintenant les gens qui sont en examen ou qui ne sont pas en examen. Dans l'affaire Botton, tu sais, le monsieur qui fait des cadeaux aux journalistes. Moi, c'est extraordinaire, comme ça fait 25 ans que je suis journaliste, j'ai jamais eu un cadeau de Botton. Il m'a jamais proposé cet imbécile. Pardon, non, pas cet imbécile. Il a eu tort, parce que je sais pas si j'aurais refusé. Moi, je sais que je refuse les cadeaux jusqu'à un certain prix, mais après, on sait plus. Mais il y avait monsieur Polamar, il y avait monsieur El-Kabash. Il y avait monsieur Polamar, mais eux, ils n'ont pas été... mais comme intervieweurs. Comme intervieweur. Alors, c'était très intéressant, d'ailleurs... parce qu'ils ont quand même posé un problème qui est réellement important. Alors j'étais étonné que Mitterrand soit pas plus vif là-dessus pour leur répondre. Ils ont posé le problème, la question de l'affaire Tapie. De l'affaire de l'OM. Et ils ont dit, alors on voyait bien que M. El-Kabash était extrêmement choqué par le fait que le procureur Montgolfier parle. Alors il essayait de faire dire à Mitterrand, il y est d'ailleurs pratiquement arrivé, que c'était pas bien pour un procureur de parler, et que vraiment la façon dont cette affaire a été médiatisée était scandaleuse et tout. Et moi je m'attendais à ce que Mitterrand lui réponde, lui dise, attendez monsieur El-Kabash, vous trouvez déplacé le fait que le procureur Montgolfier s'exprime? Alors El-Kabash aurait dit oui, je trouve ça assez... Mais alors pourquoi vous diffusez ces propos? Pourquoi vous, qui êtes le patron à Europe 1, vous ne dites pas, écoutez, comme c'est déplacé, on ne va pas diffuser les propos de M. Montgolfier? Et puis tous les autres journalistes qui sont d'accord avec ça, apparemment, devraient faire la même chose. C'est quand même aux journalistes de sélectionner les propos qu'ils vont tenir ou les propos qu'ils vont livrer au public ou qu'ils ne vont pas livrer au public. C'est un peu ce qui était arrivé avec Carrérou quand il y a eu l'affaire quand il y a eu l'assassinat, l'interview de l'assassin de M. René Bousquet. Carrérou est venu à la télévision en disant, bon écoutez, pour cette fois on a diffusé l'interview, mais si ça se reproduit, on ne la diffusera pas. Moi je veux bien qu'on me prenne pour un imbécile, ça me gêne pas beaucoup pour ce que j'ai à faire de l'opinion du monde, mais quand même je trouve que là c'est un petit peu fort, vous voyez. Alors, il y a un paradoxe là extraordinaire, c'est-à-dire que le premier responsable de la propagation d'une fausse nouvelle ou
ou d'une nouvelle indue, c'est quand même le journaliste qui la livre au public. Quand ils tendent leur micro à M. Montgolfier, M. Montgolfier, il décide s'il veut parler ou s'il veut pas parler. Mais une fois qu'il a parlé, c'est pas à lui de décider si ses propos vont être diffusés ou pas. C'est au journaliste. Donc, je comprends pas que Mitterrand n'ait pas dit ça. Non, cela dit, il a quand même fait des choses extraordinaires. Il a rendu hommage nommément à 2 personnes dans son émission. 2 personnes. M. Tapie et M. Emmanueli. Moi, quand j'étais gosse à l'école, il y avait on faisait du latin, oui. Il y avait un vieux proverbe qui disait asinus asinum fricat. C'est cela. Ce qui veut dire, je le dis pour les moins de 40 ans, qui ne savent même pas que le latin existait, ça veut dire en gros l'âne frotte l'âne. Autrement dit, qui se ressemble, s'assemble. Ou on juge l'homme à ses amis. C'est ça, ouais. Voilà, c'est tout. Voilà ce que je voulais dire à propos de ça. Mais je ne savais pas à ce moment-là que M. Tapie, qui trouve sans doute qu'il n'a pas assez d'emmerdement en ce moment, s'est tout d'un coup mis en tête de se mettre à dos, si j'ose cette double métaphore, la communauté. Alors là, je lui dis... Oui, d'autant plus qu'il avait déclaré qu'il regrettait de ne pas avoir l'honneur d'être juif lorsqu'il s'est présenté aux élections à Marseille. Oui. Et oui, c'est ça. Et alors là, il dit carrément des choses qui sont des abominations de la désolation, c'est évident. Et je crois que là, vous voyez, il a fait... Dieu sait qu'il en a fait, hein. Il en a fait vraiment beaucoup, on peut dire. Cela dit, dans l'affaire de l'OM, il n'a rien fait. Je l'ai dit déjà la semaine dernière, j'ai dit forcément honnête. Bon, il n'a pas la signature, comme dit Philippe. Et puis deuxièmement, même le président de la République dit qu'il est bien. Alors quand vous avez un président de la République qui dit que vous êtes bien, c'est fini. En France, système républicain, ça ne peut être que vrai. Le président de la République ne peut pas mentir. Donc, M. Tapie, eh bien, ça, c'est donc dans l'affaire de l'OM, il n'a rien à voir. Mais il a fait plein d'autres choses. Par ailleurs, par avant, etc. Il a dit des choses, il en a fait. Eh bien, là, je crois que c'est fini, là. Tapie, si j'osais, je dirais que jamais le Capitole n'a été plus proche de la roche tapillienne, bien entendu. Voilà ce qu'il fallait dire. Il y avait autre chose. Il y a eu un autre grand moment dans l'entretien entre François Mitterrand et les journalistes. Un grand moment. C'est quand M. El-Kabbach lui a dit, mais Monsieur le Président de la République, est-ce que vous ne craignez pas qu'en France, comme en Europe, il y ait une espèce de renaissance des mouvements, de l'extrême droite fascisante, etc. Alors, Mitterrand l'a regardé, il a dit... Oui, c'est vrai qu'il y a un risque, bien sûr, ça fait partie des mentalités, mais c'est quelque chose que j'ai bien connu quand j'avais, en 1933-1934, quand j'observais la montée des régimes fascistes. Je veux dire que je sais depuis, quel âge j'ai 47 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la politique à 12 ans, donc je savais pas bien qui était Mitterrand à l'époque, mais mettons, depuis 25 ans ou 27 ans, je sais vraiment que ce mec est le personnage le plus gonflé que la Terre ait porté, mais ce culot invraisemblable de venir devant des millions de téléspectateurs et leur dire « Bande d'abrutis, vous ne connaissez rien à l'histoire, vous ne savez rien de l'homme qui est en face de vous, et je vous en méprise autant que je peux, parce que voilà ce que je vais vous dire. Moi, quand j'avais donc 18 ans, j'ai observé en 1933-34 la montée des fascismes. J'ai observé avec une certaine inquiétude. Mais c'est incroyable. Ce mec, il était... d'extrême droite, de l'extrême droite. Alors, en plus, la véritable extrême droite xénophobe et raciste qui existait avant-guerre, puisqu'on a des photos de lui défilant avec des étudiants sous des banderoles sur lesquelles il y a marqué « À la porte les métèques ». C'est pas moi qui le dis, on a les photos qui ont été publiées dans les journaux de l'époque. On le reconnaît, mais d'une façon, c'est même stupéfiant. Il y a 2 photos stupéfiantes comme ça. Il y a la photo d'Hitler dans la foule, je ne sais pas si vous connaissez cette photo extraordinaire. On voit une foule, il y a peut-être 200 000 personnes qui sont rassemblées, et au beau milieu de la photo, il y a un petit bonhomme qui est en train de regarder l'appareil photo, et c'est Adolphe. C'était le jour de la déclaration de guerre. Voilà, c'est une photo de 1914. Eh bien, il y a, je dis 200 000, j'exagère, mais il y a au moins 50 000 personnes, une foule gigantesque, on ne reconnaîtrait personne, et au milieu de la photo, il y a le visage d'Hitler, qui est tout entier poussé vers l'appareil, et on a l'impression d'une photo presque de sorcellerie, enfin tellement elle est forte. Et puis il y a cette photo de Mitterrand où il y a une foule de jeunes, d'étudiants avec des banderoles qui défilaient, c'était des étudiants en médecine d'ailleurs, accompagnés par des étudiants en droit, par des étudiants en lettres, qui défilaient parce que on venait de supprimer les quotas d'étudiants étrangers dans les facs de médecine. Et alors, ces jeunes gens avaient organisé des manifestations pour protester contre le trop grand nombre d'étrangers en médecine, et ces manifestations, le mot d'ordre, c'était « dehors les métèques ».
Et Mitterrand est au milieu d'eux, il est entouré de flics parce que la manifestation est en train d'être dispersée. Et il regarde les flics, il regarde l'appareil photo avec un grand sourire sympathique. On le reconnaît parfaitement. Donc, on sait d'autre part qu'en 1934, il était à l'Action française, ce qui avait un autre sens qu'aujourd'hui, parce que aujourd'hui. Donc voilà. Et on sait ensuite qu'il a été cagoulard. On sait que tous ses amis ont été cagoulards et que lui-même en était. La cagoule, c'était un mouvement clandestin terroriste d'extrême droite avant-guerre. Eh bien, ce type-là, 60 ans plus tard, vient à la télévision et dit, devant des millions de téléspectateurs, eh bien, vous ne le savez pas. Ça n'a jamais été écrit que dans un journal qui s'appelle Crapouillot, dont j'étais l'auteur, qui a été tiré à 100 000 exemplaires. C'est-à-dire que ça a dû être lu par 300 000 personnes à peu près, ou 400 000 personnes. Eh bien, lui, il considère que ça n'a jamais existé. Et il n'y a pas un journaliste, parmi les courageux, je dirais même les brillants journalistes qui étaient en face de lui, il n'y en a pas un seul qui lui a dit, attendez, monsieur Mitterrand, si je ne m'abuse, c'est public, ça a été publié, je crois que ça a été publié dans Le Rouge et le Noir de madame Christine Claire, ça a été publié dans plusieurs ouvrages sur Mitterrand, après que je l'ai publié, moi je le précise sans aucune fausse modestie. Vous étiez bien militant d'extrême droite et militant d'Action française à l'époque où l'Action française était réellement un mouvement d'extrême droite. Pas un seul journaliste a eu le courage. Oui, mais il y a aussi des déclarations anti-républicaines de François Mitterrand dans la revue France, revue de doctrine de l'État français, qui comportait d'ailleurs les signatures dans le même numéro du docteur Carrel, oui, de Benoît Méchain, où il termine son article en disant « Tous les malheurs datent de 150 ans, oui, et par rapport à la date où il écrit cela, c'est la Révolution française. » La Révolution, oui, tout à fait. On pourrait en parler pendant des heures. Voilà. Mais ce qui est quand même incroyable, ce qui est quand même comique, il faut bien dire, c'est de voir cet homme venir à la télévision et mentir avec un aplomb extraordinaire. Alors moi, ça force mon admiration. Moi, j'aime bien les menteurs, finalement, parce que je trouve que c'est un beau numéro de mensonge, c'est mieux qu'un beau numéro de clown. D'ailleurs, souvent, c'est un peu la même chose, faut bien dire. Et puis il a dit un autre mensonge prodigieux, il a dit de tout temps, c'est le droit au sol qui a prévalu en France, ce qui est absolument faux. Le droit au sol a été, enfin le droit du sol, si je me trompe pas, a été décidé en 1870 pour obliger les Italiens à se battre dans les rangs de l'armée française. Oui, et puis alors auparavant, c'était pas du tout du même ordre, c'est-à-dire qu'il a impliqué la monarchie française où la loi du sang prédominait, ne serait-ce que par l'organisation sociale, mais il était décidé que les enfants qui naissaient sur le territoire, comme c'était des sujets du roi, ils étaient effectivement français, mais il était bien précisé également à cette époque qu'il ne fallait pas qu'ils soient originaires des colonies. Il fallait qu'ils soient d'origine française. Bon, alors également en matière de nationalité sous l'Ancien Régime, il y avait le fait qu'un Français en Écosse était écossais, un Écossais en France était français, mais alors là ça tenait au fait de l'alliance des deux pays. Oui, mais donc c'était une vieille affaire, ça. La loi du sang prédominait et la loi du sol était en complément. En fait, la loi de la monarchie, c'était le sol, le sang et le ciel, les trois à la fois. Voilà, donc c'était quand même un grand numéro. Vous l'avez regardé, Persilos? C'est extraordinaire. Guillaume Golfier, vous l'avez regardé, vous? Non, mais j'imagine tout à fait. De bout en bout, parce qu'on perd quelque chose. Hein. Ouais. On perd quelque chose, notamment quand il parle de la loi Fallou, en disant elle a bien attendu 150 ans, elle attendra encore plus. C'est comme si quelqu'un était malade, et que pendant 60 ans il n'ait jamais été malade, et puis que brusquement la maladie se déclenchant, on dit il a attendu 60 ans, ça peut toujours attendre. Oui. Mais la meilleure nouvelle qu'il nous a donnée, c'est quand même que peut-être il va se représenter. Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit d'une façon claire qu'il ne se représenterait pas une troisième fois. Et moi, je crois qu'il va se représenter. Et je voterai pour lui, forcément. Ça serait tellement rigolo. On perdrait vraiment beaucoup. Bah, écoutez, enfin, il faut le garder. Et puis peut-être qu'une quatrième fois, peut-être. On ne sait pas, avec un peu de chance. Non, il faut vraiment le garder. Il est trop beau. Puis il fait tout ce qu'on aime, quoi. Hein, vous avez vu des défilés du 14 juillet comme ça, vous en avez vu beaucoup? Oui, en tant que famille de militaires, je souhaiterais que l'armée soit autre chose qu'un spectacle, parce que le terme spectacle a été continuellement répété. Et attendez, pense sur le bec quand même. Pourriez-vous laisser le mot bidasse au vestiaire? Pourquoi ce revue? Il est déshonorant pour notre armée, vous avez entendu Philippe ce que j'ai dit là? est en train de me faire une gestuelle, le mime Marceau est enfoncé. Ah si, il me dit qu'ils ont bien défilé, ils marchent bien. Ah bah c'est encore la moindre des choses. Le bidasse, c'est vilain de dire bidasse. Hein. Oui, mais tout ce qui touche l'armée est anobli, le drapeau anoblit tout, et le mot soldat, qui veut dire solde, donc qui touche au problème d'argent, seul le militaire anoblit l'argent, alors bidasse, soldat... Il n'y a qu'un mot qu'il ne faut pas employer, c'est militaire.
Voilà. Parce qu'il y a deux catégories de gens sous les drapeaux, il y a les soldats et les militaires. Voilà. Alors, ça c'est une chose, mais j'ai remarqué, on va parler du bicentenaire, parce que j'ai remarqué que depuis quelque temps, on ne peut pas dire que sur le bicentenaire, nos bons amis s'apesantissent beaucoup. Vous avez remarqué qu'ils sont beaucoup plus discrets en 89 93, ouais. Alors bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon vadémécum, le vadémécum qui ne me quitte plus depuis 89, et c'est vrai, je le regarde tout le temps, c'est le Tullard Fayard Fierro, Histoire et dictionnaire de la Révolution française paru chez Bouquin. Ça, si vous n'avez pas ça dans votre bibliothèque, sur votre table de nuit, vous manquez beaucoup de choses. Parce que c'est extraordinaire. D'abord, il y a un document dedans, enfin il y a quelque chose qui est tout à fait passionnant, c'est la Révolution française au jour le jour, depuis 89 jusqu'en 99. Alors, vous pouvez regarder jour après jour ce qui s'est passé, quand il s'est passé quelque chose. Par exemple, le 13 juillet 1789, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Pierre Sidos, vous le savez, je le sais. Oui, il y a eu le renvoi de Necker. 89, mais 93. 14 juillet 93. 14 juillet 93. En fait, il y a eu la veille l'assassinat de Marat. Voilà, c'était le lendemain du 13 juillet, parce que déjà à l'époque ça marchait comme ça. Et c'était l'assassinat de Marat par Charlotte Corday, arrière-petite-nièce de Corneille, nous dit Corneille, oui. Qui déclara à son procès: j'ai tué un homme pour en sauver 100 000. Et c'est également la date, l'anniversaire de la déroute à Passy-sur-Eure des troupes fédéralistes de Wimpfen. Mais si on remonte un petit peu, c'est une période passionnante. Et on comprend pourquoi on est si discret maintenant. Pourquoi les bicentenaristes sont si discrets. Parce que si on remonte un tout petit peu, mettons de 15 jours, un peu plus de 15 jours, 20 jours, on est au 25 juin 93. Le 25 juin 93, c'est une date tout à fait intéressante parce que c'est la date du manifeste des enragés. Alors les enragés, vous savez ce que c'est? C'est une bande d'enragés, comme son nom l'indique. C'est dirigé par un ancien prêtre qui s'appelle Jacques Roux et qui monte à la tribune de la Convention et qui présente le manifeste des enragés. Alors le manifeste des enragés, qu'est-ce que c'était? C'est curieux que personne n'en parle aujourd'hui parce que c'est quand même pas rien, hein, c'est quand même très intéressant. Les enragés, c'était donc un groupe extrémiste qui réclamait une série de mesures sociales et économiques en faveur des plus misérables. Attention, je vous rappelle que c'est en 93. Hein, 93, c'est-à-dire que la révolution libératrice, émancipatrice, égalisatrice, elle est au pouvoir depuis bientôt 4 ans, quoi, il faut dire. C'est ces gens-là qui gouvernent. Eh bien, 4 ans après, il y a des gars qui réclament des mesures en faveur des plus misérables. Et notamment, il y a Roux, qui est donc cet ancien prêtre, et puis il y a également plein d'autres gens, mais je cherche un nom particulier. Alors restons à Roux, qui dit: député de la montagne, il s'adresse aux montagnards, député de la montagne, que n'êtes-vous monté depuis le 3e? Oui, quand c'était les députés de la montagne, vous auriez pu faire l'effort de monter du 3e étage au 9e, parce qu'à l'époque, dans les maisons, les riches habitaient au 1er, 2e et 3e, il y avait ce qu'on appelait les étages nobles, et puis après il y avait les étages pauvres, et plus on montait vers le toit, et plus les gens étaient pauvres. Alors il disait donc: que n'êtes-vous monté depuis le 3e jusqu'au 9e étage des maisons de cette ville révolutionnaire? Vous auriez été attendris par les larmes et les gémissements d'un peuple immense, sans pain et sans vêtements, réduit à cet état de détresse et de malheur par l'agiotage et les accaparements. Il y avait un autre enragé qui s'appelait Leclerc et qui disait: 3 heures de temps passées à la porte d'un boulanger formeraient plus un législateur que 4 années de résidence sur les bancs de la Convention. Alors ces discours-là, ça se passait donc dans le courant du mois de juin 93 et Robespierre n'a pas attendu longtemps. Une semaine plus tard, il fait un discours au Club des Jacobins contre les enragés. Et puis, très très peu de temps après, les enragés sont arrêtés, c'est-à-dire que Roux est arrêté. D'ailleurs, il est arrêté par un monsieur qui s'appelle Hébert, entre autres, lequel Hébert est le créateur du mouvement hébertiste, qui va être tout simplement le décalque du mouvement des enragés. Donc il fait arrêter les enragés, Hébert, et il pique leurs idées et il fait la même chose. Il va être arrêté aussi, il va être guillotiné. Enfin, c'est très amusant de voir comment tous ces gens-là vont passer leur temps à s'entre-guillotiner joyeusement, à se dénoncer, à se traiter d'accapareurs, de voleurs, d'ennemis du peuple, etc. Et Hébert était le fondateur du Père Duchesne. Il avait 2 mots dans son vocabulaire, il était encore plus grossier que moi, à l'époque on pouvait se le permettre. Il disait foutre et bougre. C'est ça. Foutre les bougres, disait-il quand il était très en colère.
Et c'était donc dans son journal Le Père Duchesne. Et Marat, lui, faisait le journal qu'on appelait l'Ami du Peuple, enfin qu'il avait appelé l'Ami du Peuple. Et naturellement, Hébert détestait Marat, il détestait bien sûr Roux parce qu'il voulait lui piquer ses idées, et Marat parce qu'il voulait lui piquer ses lecteurs, probablement. En tout cas, donc, dans cette belle ambiance de chaude camaraderie révolutionnaire, le 13 juillet, Marat est assassiné, il est enterré le 16 juillet au Cordelier, Robespierre s'étant opposé à son inhumation au Panthéon. Il sera tout de même inhumé au Panthéon quelques temps plus tard, et ensuite il sera extirpé de son tombeau du Panthéon et jeté à la décharge municipale, à l'égout. À l'égout, oui, c'est ça. Et le 17 juillet, Charlotte Corday est condamnée à mort par le tribunal révolutionnaire. Je voudrais à ce propos faire remarquer que les tribunaux à l'époque, c'était quand même pas comme aujourd'hui. Hein. Il y avait il y avait de l'allant, comme on dit. Hein, parce qu'elle assassine Marat le 13 et elle est exécutée le 17. Ça fait 4 jours. Je voudrais dire au procureur Montgolfier que quand même, il a peut-être des leçons à prendre en matière de rapidité de l'action judiciaire sur les grands ancêtres. Oui, parce que si on écarte le 13 le jour et le jour de sa mort, c'est 3 jours après. Voilà, c'est 3 jours. Hein, ça, c'est drôlement rapide. Et puis le 22 juillet, pour en finir avec cette période, décret d'arrestation de Custine par la Convention. Alors Custine, qui sera guillotiné, bien entendu. Oui. Mais à l'époque, il fallait mieux pas être arrêté, parce que ça, c'était quand même généralement la première marche de l'échafaud. Bien sûr. Voilà. Alors donc, dans ces conditions-là, on comprend évidemment pourquoi M. Jacques Lang, dont je crois me souvenir qu'il avait été nommé quelque chose, il avait été nommé ministre du bicentenaire, de la commémoration et autres lieux. Alors, je comprends pourquoi. Maintenant, d'une part, il est plus ministre, mais on peut dire que tant qu'il a été ministre en 93, on n'a pas beaucoup entendu parler du bicentenaire. Et c'est pour ça, c'est que ce bicentenaire, il était très beau en 89, il est beaucoup moins beau en 93. Et enfin, il était très beau. Oui, Georges vient d'indiquer qu'il était déjà pas beau en 89. C'était c'était la liaison que je voulais faire. Effectivement, on nous a raconté qu'il était très beau en 89, et rien n'est moins sûr. Alors là, Pierre Sidoz, je veux dire qu'on s'est rencontrés sur ce sujet, puisque dans le libre journal qui sort aujourd'hui, c'est-à-dire qui sera disponible demain dans les boîtes aux lettres des abonnés, ceux qui ne sont pas abonnés, demain ou après-demain, ça dépend de la poste. Ah oui, alors c'est ça que je voulais... Tiens, Philippe, puisque vous faites le malin, je voulais vous dire que parmi les enragés, il y avait un Varlet, ouais, qui était commis des postes, et qui était un des plus enragés des enragés. Il s'appelait Jean Varlet, commis des postes. Alors, je vais faire une petite enquête quand même. Je voudrais bien savoir avec qui je travaille de temps en temps. Oui, après tout, ça ne fait que 200 ans. Il y a des gens... C'est un arrière. Je ne sais pas quoi, mais... Non, on sait pas. Alors, je vais vérifier de toute façon. Alors, quoi qu'il en soit... On nous a présenté 89 comme une période de superbe liberté, etc. Or, je publie notamment la prise de la Bastille. Il y a été un acte de libération extraordinaire. Or, je publie donc dans le Libre Journal une interview de M. Victorien Sardou. Oui, bien sûr. Vous savez, Guillaume, vous connaissez Victorien Sardou? Non. Alors voilà, cette jeunesse. Et en plus, auteur de Victorien Sardou est un académicien français, né en 1831, c'est peut-être pour ça que vous le connaissez. Vous l'avez pas eu comme prof. Voilà. Il est mort en 1906. Il est auteur de nombreuses pièces, dont une pièce qui s'appelait Thermidor, qui a fait un scandale terrible, puisque... Interdite 2 jours après. Elle a été interdite, et les comédiens ont été exilés en Belgique. Ce qui est vraiment ce qu'on peut faire de pire. Ça. À la fin du siècle dernier, en France. En 80... sous la Troisième République. Sous la Troisième République, ça passe en 91, je crois. 91, c'est ça. Et donc, Victorien Sardou a fait une préface à un livre de Frank Brentano qui s'appelle Archives et légendes de la Bastille, dans laquelle préface Victorien Sardou, qui n'était pas à proprement parler un révolutionnaire, il faut bien le dire, émet quelques vérités intéressantes sur la Bastille, ce qui était réellement la Bastille. C'est plein d'anecdotes tout à fait amusantes. Par exemple, on découvre que Madame de Staël, quand elle était embastillée, recevait tous les jours à jouer. Elle tenait une table ça devait être quoi, du triquet, ou je sais pas comment on appelait ça à l'époque. Elle avait table de jeu ouverte. Hein. Et un des détenus de la Bastille, dont j'ai oublié le nom, disait, moi c'est la plus belle période de ma vie, j'avais jamais aussi bien mangé de ma vie.
Alors, il se trouve que Pierre Sidos, vous avez également, non pas interviewé Victorien Sardou par l'intermédiaire des Guéris non tournants, mais investigué à titre personnel sur cette période, bien sûr. Alors, en ce qui concerne, il y aurait d'abord à réparer quelque chose, c'est-à-dire que le 14 juillet, dans les calendriers ou les agendas, fait disparaître les saints patrons du jour. Alors, comme ce sont des victimes du 14 juillet, nous souhaitons bonne fête aux Camille et aux Bonaventure. C'est la Saint-Camille aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne la Bastille, le mot ne doit pas faire peur, il est d'origine provençale, c'est Bastida, et en français, ça désigne un château flanqué de tourelles pour défendre l'entrée d'une ville. Alors, la Bastille parisienne, son nom c'est la Bastille Saint-Antoine, la première pierre est posée le 22 avril 1370 par le prévôt des marchands, c'est-à-dire l'équivalent du maire de Paris, Hugo Briot, et c'était pour accroître la défense de Paris à l'encontre des Anglais. Et chose assez curieuse, c'est le maire de Paris, Jacques Flessel, qui sera assassiné le 14 juillet 1789, sur la place de l'Hôtel de Ville précisément. Et c'est sous Charles V que la Bastille Saint-Antoine est édifiée, et Charles V est né un 21 janvier, et c'est le 21 janvier que mourra Louis XVI, en relation avec la fameuse date du 14 juillet. Alors donc c'est sous le règne de Charles V le Sage. Alors Charles V, il faut mettre en équivalence le rôle considérable joué par Duguay-Clin. Je fais ça parce qu'il faut toujours situer les choses. Et il est... Non seulement c'est sous son règne on commence la construction de la Bastille, mais également que la forteresse, le fort du Louvre, devient séjour de la royauté. Alors, la Bastille Saint-Antoine est le principal ouvrage défensif de cette enceinte de Charles V, qui va, parce qu'il ne faut jamais commettre l'erreur de l'anachronisme en histoire, qui va de l'actuelle place de la Bastille par rapport à tous les boulevards, ce que les Parisiens appellent les grands boulevards, et va aboutir au Louvre. Voilà, le Paris de la rive droite, c'est cela. Alors, elle est terminée en une douzaine d'années, la Bastille. Alors, on a toujours l'impression, dans la mythologie révolutionnariste, terroriste de 89, que c'est un bâtiment énorme, avec des tours qui font peur, qui montent dans les nuages. D'ailleurs, on voit toujours des nuages sur la Bastille. En fait, ça n'a rien à voir. C'est un périmètre de 2000 mètres carrés, ce qui est très modeste. Ça fait 66 mètres sur 30 mètres. Il y a 4 petites tours, puis 8 tours plus hautes. Et en tout, la hauteur maximum, c'est 23 mètres. Or, je rappelle que la colonne de Juillet, qui est située au même endroit maintenant, à peu près au même endroit, est dominée par le génie de la Bastille, fait 52 mètres. Alors donc, vous voyez le rapport, c'est beaucoup plus petit. Ce qu'on peut dire, c'est que les bâtiments, les immeubles Haussmann, qui se trouvent place de la Bastille, ont à peu près la hauteur actuelle. C'est cela. Enfin, ont actuellement la hauteur qu'avait la forteresse. Oui, voilà. Et pour les gens... 7 étages, en gros. C'est cela, 7 à 8 étages. Et l'obélisque fait exactement l'obélisque de la place de la Concorde, 23 mètres, c'est-à-dire la hauteur maximum de la Bastille. Donc le premier mensonge, c'est de nous présenter une espèce de mastodonte, une espèce de masse de pierre, et en réalité, ça ne devait pas être très laid. Alors par rapport à l'architecture militaire, ça valait certainement pas ce qui s'est fait sous le grand siècle, mais Jean Dutour, dans le numéro du choc du mois de ce mois-ci, dit « C'était beau la Bastille, superbe. La tour de Londres à côté a l'air d'être en carton-pâte. » Et Jean Dutour, académicien français actuel, déclare « Il n'y avait qu'à plutôt que de construire l'Opéra Bastille, réédifier la Bastille, ça aurait restitué un coin du vieux Paris. » Alors... c'est vrai, en fait, la comparaison, je connais la tour de Londres, la Bastille par rapport à ce que j'en sais était un beaucoup plus joli monument. Mais vous savez que à l'exposition internationale de 1889, ça a été fait. On n'a pas reconstruit la Bastille, on a construit une Bastille en carton-pâte qu'on faisait visiter, et c'est ce qui a déclenché la fameuse colère de Victorien Sardou dont je parlais tout à l'heure et dont je livre des extraits sous la forme d'une interview dans l'au-delà. Il dit qu'il a visité cette Bastille de carton-pâte à l'exposition de 89, et à l'entrée, on était accueillis par un vieillard enchaîné qui brandissait des bras décharnés en criant « ou ». Alors, si on veut tout savoir... Donc, c'était l'ancêtre de Disney World ou de Disney, Euro Disney. C'était cela, oui, on aurait dû le conserver. Alors, effectivement, vous avez cité les bons auteurs concernant la Bastille, avant d'arriver au 14 juillet, c'est Fontbretanos, c'est Louis Madelin,
Hippolytaine, et puis Victorien Sardou, qui remarque sur la nourriture, les détenus sont d'accord, elle était abondante et bonne. J'ai dans ma vie quelques années de captivité politique, la nourriture qui m'a été servie à tout âge n'était ni abondante ni bonne, je tiens à le préciser. Finalement, j'ai manqué mon époque, il eût mieux fallu que je sois interné à la Bastille. Alors cette forteresse, pour défendre les Parisiens, deviendra prison d'État, mais avec un tout petit nombre de cellules, sous Richelieu. Alors, sont détenus parmi les personnalités, effectivement, Madame de Staël, mais à l'origine Fouquet, la marquise de Brinvilliers, l'empoisonneuse, le duc d'Orléans, Voltaire, 2 fois. Ok, c'était l'époque où on mettait les empoisonneuses en prison. Ah oui. Maintenant, on en fait des ministres. Voilà. Latude, qui s'en évada à croire que c'était pas si terrible que ça, et Sade, auteur médiocre, qui n'était pas à la Bastille le 14 juillet, parce qu'immanquablement, des gens disent, Sade a été libéré le 14 juillet, pas du tout, il avait été transféré. Cela dit, il y avait quand même, au 14 juillet, il n'y avait pas Sade, mais il y avait 2 fous. Ah oui, alors, on va en arriver là, parce que la Bastille, prison, après avoir été forteresse militaire, recevait principalement des aristocrates, accompagnés de leurs domestiques, c'est exactement cela, et il faut attendre Michelet, le fameux historien Michelet et Louis Blanc, pour constater que les tournebroches, qui étaient très utilisés, eh bien, ils les ont qualifiés d'instruments de torture. Alors, vous savez d'où vous connaissez l'origine de ça? C'est une aristocrate qui avait été enfermée, je sais pas si c'est pas Madame de Staël d'ailleurs, c'est peut-être elle, qui est enfermée à la Bastille, et le lendemain matin, après avoir passé la première nuit, elle dit à quelqu'un qui vient lui rendre visite, écoutez, c'est absolument abominable. Toute la nuit, nous avons entendu des grincements, des bruits de fer. C'est certainement les instruments de torture qui sont dans les sous-sols de la Bastille où on fait souffrir ces malheureux, etc. Et alors, donc la personne qui vient lui rendre visite se renseigne et on l'amène dans les cuisines où c'était tout simplement les broches. Ah, mais alors les fameux tournebroches sont devenus des instruments de torture. Voilà. Alors, on en arrive au 14 juillet, et le matin du 14 juillet 1789, contrairement à presque tous les 14 juillet que nos contemporains connaissent, qui sont toujours plus vieux, qui sont maussades, la journée du 14 juillet 1789 est une journée caniculaire sur Paris. On a beaucoup bu, et ça y sera pour quelque chose. Alors, comme les pillards, les brigands, compte tenu de la famine qui sévissait en province, venaient sur Paris, il avait été décidé de constituer une milice municipale, qui deviendra la garde nationale. Et pour armer cette milice municipale, des gens pressés avaient été piller les Invalides, où ils avaient saisi près de 30 000 fusils. Et d'autres l'ont déclaré, mais il y a un complément, ça se trouve à la Bastille. La raison vers laquelle on se dirige vers la Bastille, c'est pas du tout parce que c'est le symbole de l'absolutisme royal ou parce qu'il y a des détenus, mais uniquement parce qu'on pense y trouver des armes supplémentaires. Alors les canons de la Bastille, les fameux canons qui couronnaient les tours, étaient à l'époque de pauvres pétoires, inoffensifs, qui n'utilisaient plus de boulets offensifs depuis la Fronde. C'est-à-dire en 1652, il y avait un siècle et demi que ces canons n'avaient tiré que pour annoncer les fêtes. Alors, tout de même, quand des gens ont vu les canons, ils ont dit retirer les canons, effectivement, le gouverneur a fait retirer les canons et a fait mettre des planches pour dire qu'il n'y avait rien à la place. Alors, le 14 juillet, dans la mythologie révolutionnaire... C'était pas Méniorine, ministre de la Justice. Ah non, pas. Dans la mythologie révolutionnaire, c'est le point de départ. Toute la Révolution française, donc la terreur, prend sa date au 14 juillet. Il n'y a pas eu prise de la Bastille, c'est une chose qui est ignorée, on dit toujours la prise de la Bastille. En fait, la porte a été ouverte. Il faut savoir que les dirigeants des émeutiers, dont le fameux lieutenant Élie, qui appartenait à une société secrète, qui était un déserteur des gardes françaises, avaient été invités à la table du gouverneur. On mangeait tard à l'époque, vers 3 heures de l'après-midi, et toute cette délégation avait pu constater, en visitant la Bastille, qu'il n'y avait pas de choses extraordinaires. Et ils sont ressortis après avoir mangé à la table du gouverneur. C'était donc un vieux bâtiment militaire, tout cela a été indiqué. Et néanmoins, il a été exigé du gouverneur qu'il ouvre les portes. Ce qu'il a fait, à 5 heures du soir, les portes ont été ouvertes. Alors, les morts, parmi les assaillants, ils se sont entretués. C'est un peu ce qui s'est passé en août 44 à Paris, quand vous confiez des armes à feu à des gens qui ne s'en sont jamais servis. Un jour de forte chaleur, avec des gens enivrés, eh bien, on s'entretue. Mais en réalité, il n'y a pas eu de mort par le fait des défenseurs de la Bastille. En très petit nombre. Il y avait 82 invalides de guerre,
de braves soldats qui étaient là à la retraite, et on avait envoyé en renfort récent 32 soldats des gardes suisses, les uniformes rouges, c'est-à-dire qu'il y avait là une centaine de soldats, et qui ont laissé rentrer les insurgés, qui ont effectivement libéré 4 faussaires. Les noms sont connus, dénommés Béchade, Laroche, Lacorège, Pujade, je dis bien Pujade et pas Poujade. Et ces gens-là avaient falsifié des lettres de change au détriment de 2 banquiers parisiens, et leur procès s'instruisait au Châtelet, le plus régulièrement du monde, comme ils avaient des moyens, plutôt que d'en mettre dans une prison normale, on les avait mis là. Et puis il y avait... Parce que c'était payant, la Bastille. Ah, c'était, bien sûr, le satyre, le jeune comte de Solage, le dévoyé d'une famille languedocienne, eh bien, la famille payait sa détention, et le processus des lettres de cachet, c'était pour éviter que les noms ne soient livrés dans le public et autres, c'était pour préserver l'honneur des détenus. Enfin, c'était, avant la lettre, le secret de l'instruction. Et puis, il y avait 2 fous, un dénommé Tavernier, d'origine française, et un autre fou d'origine britannique, M. White. Alors, qu'a-t-on fait de ces 7 individus, parce qu'il n'y avait eu aucun prisonnier politique? Et du 1er janvier 1789 au 14 janvier 1789, il est entré un détenu volontaire à la Bastille. Eh bien, les 4 faussaires qui ont été portés en triomphe, on les a mis en prison tout de même assez rapidement. Le jeune comte de Solage se dévoyait, il a disparu, on n'a plus entendu parler. Quant aux fous qui, eux aussi, ont été portés en triomphe, etc., eh bien, le premier qu'on a rattrapé, on l'a mis à l'asile, et puis le White après. Enfin, toujours est-il que le Larousse nous l'indique bien, les mois suivants la prise de la Bastille, journalistes et dessinateurs inventèrent 1000 détails sur les sévices suivis par les victimes du despotisme royal, en racontant même qu'on avait trouvé dans les oubliettes le squelette du masque de fer. Alors effectivement, on a trouvé des squelettes. Avec le masque rouillé d'ailleurs. On a analysé les squelettes, c'était des chevaux qui avaient été enterrés, c'était des os de chevaux. Donc, le 14 juillet ne représente en fait absolument rien sur le plan du symbole, c'était pas du tout le symbole de l'absolutisme royal, c'était pas un lieu de prison épouvantable, et néanmoins, on en a fait la fête nationale de la France en 1880, c'est-à-dire, j'ai bien dit, en 1880, oui, le 14 juillet. Mais au fond, il y a une espèce de justice dans le fait que la fête nationale républicaine soit une mascarade, soit fondée sur une mascarade. Alors c'est une mascarade. Les députés à l'époque, qui savaient cela en 80, ont insisté pour que ce soit le 4 août, la fête nationale de la France. Il y a eu une discussion, tout cela figure au journal officiel, et c'était l'abolition des privilèges, tout le monde s'embrassait, et il a été dit, ah non, tout de même, ça manque de symbole. Alors, on a choisi la date du 14 juillet en précisant bien que c'était le 14 juillet, la fête de la Fédération, et non pas le 14 juillet, la prise de la Bastille. C'est ça, la fête de la Fédération qui a eu lieu un an après, en 90. En 90, mais en fait, comme déjà la fête de la Fédération n'aurait pas dû être faite, c'est le cas de le dire, au motif que c'était la commémoration de l'événement en question, mais en fait, c'est le 14 juillet, prise de la Bastille qui est commémorée, c'est pas pour rien que les Américains l'appellent le Bastille Day. Alors c'est paradoxal, parce que le 14 juillet, parlons maintenant des victimes, des vraies victimes, il y a le gouverneur de la Bastille, M. Delaunay, dont on coupe la tête, et comme on le voulait lui couper la tête à coups de sabre, et qu'on n'y arrivait pas, on trouve là un cuisinier, un apprenti cuisinier du nom de Desnos, et qui au couteau l'a décapité, et sa tête s'est promenée dans Paris au bout d'une pique pendant 2 jours. Ça, c'est le gouverneur de la Bastille. Et on a assassiné aussi 3 officiers et 3 invalides de guerre. Le plus invraisemblable, c'est que l'on ait fait d'un jour de massacre de braves soldats français l'obligation de service pour nos soldats de défiler en cet honneur. C'est vraiment le scandale du 14 juillet qui me révolte, c'est-à-dire un acte antimilitaire, indépendamment d'être une mascarade, qui servent d'occasion pour nos soldats de défiler de cela. Alors, je crois qu'ils ne sont pas au courant. Je dois vous interrompre une seconde pour vous faire remarquer qu'il y a une personne de plus qui est d'accord avec vous à cette table, c'est Daniel Amiche qui vient de faire son entrée puisqu'il va présenter la deuxième partie de l'émission qui s'appelle Les Fous du Roi. Et on reconnaît, même si je ne savais pas qu'on était le 14 juillet, je le verrai parce qu'il fait chaud, et je saurai qu'on n'est pas le 21 janvier. Et c'est le jour où Daniel porte une cravate noire.
Il y a 2 jours dans l'année où il porte la cravate noire, c'est le 21 janvier et le 14 juillet. Moi, je trouve qu'il fait très doux pour un 21 janvier. Oui, alors voilà. Je voudrais quand même donner un peu la parole aux auditeurs et auditrices. Il y a une auditrice qui, pour revenir au début, non pas de notre conversation, mais au début de cette émission, se dit heureuse de savoir que M. Tapie a été invité par Mitterrand avec tous les honneurs dus à son rang. Et c'est vrai, elle a raison, c'est quand même positif pour l'image de la République. Une auditrice confirme que c'est Madame de Staël et Madame Delaunay qui avaient pensé entendre des machines à torturer depuis leur cellule alors qu'elles entendaient des tournebroches qui préparaient le déjeuner du lendemain. Et un auditeur nous confirme que c'est c'est le prisonnier Marmontel, incarcéré à la Bastille, qui a fait le récit de ce repas dont je parlais. D'autres messages sur la... pas le sujet. Ah bon, hors sujet. Alors on renvoie les auditeurs hors sujet. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe, encore? Oui. Ah oui, ben non, on l'a dit qu'ils payaient, oui, parce que Philippe Varlet me dit qu'ils payaient leur pension. Bien sûr, je l'ai dit, les familles pas. Oui, c'est comme M. Sidos avait dit tout à l'heure que c'était Madame de Staël. Bien sûr, non, mais on confirme, on a la confirmation. Alors, il y a un autre symbole, bon, on a parlé de la Bastille, on a parlé du 14 juillet, il y a un autre symbole qui est considéré, même et surtout dans notre famille, dans la famille royaliste en tout cas, comme un symbole douteux et républicain, c'est les 3 couleurs. Alors vous, Pierre Sidos, vous avez une opinion totalement contraire. Vous ne pensez pas du tout que le drapeau tricolore soit le symbole de la République? Ah ben n'importe comment, c'était la livrée du roi. Ça a toujours été, que ce soit le rouge, le bleu, le blanc, enfin quels qu'en soient les mélanges, les couleurs de la monarchie française. Le bleu de la chape de Saint-Martin a été porté à la tête de nos armées pendant plusieurs siècles. L'oriflamme de Saint-Denis qui était levé pour aller à la guerre était rouge, et la couleur blanche qui était la couleur de la nation française était la couleur effectivement des colonels généraux des régiments, et le bleu, le blanc, le rouge dans des compositions différentes ont toujours été les couleurs de la nation française. Bien, parce que moi, quand j'étais à l'école communale, on apprenait ça dans la cour de récréation. On disait, le rouge, c'est le sang des martyrs de la Révolution. Le blanc, c'est la couleur de la nation. Et le bleu, c'est parce que si c'était vert, ça serait la couleur de l'espérance. Oui, mais alors, Lafayette, dans ses mémoires, prétend que c'est lui qui a indiqué la disposition en mettant le blanc de la monarchie entre le bleu et le rouge de la ville de Paris. Alors tout ça est faux. Ne serait-ce que les couleurs de Paris, c'est le rouge et la couleur PER, P-E-R-S, c'est-à-dire un bleu vert. Hein, c'est d'où l'origine de ça. Bleu-vert, bien. Et tout cela est faux. Le fameux vengeur de la République, le navire qui coule, c'est le pavillon blanc, parce que la marine ne voulait pas adopter le rouge, le blanc et enfin ces couleurs-là, parce que c'était à la fois les couleurs anglaises et les couleurs hollandaises. Et sur la mer, notre flotte a toujours été opposée à ces marines. Ça aurait fini comme la prise de la Bastille, voilà. Les bateaux auraient fini par les bateaux français. Alors la Convention tout de même avait imposé de mettre dans le pavillon blanc de la marine de guerre française, dans le quartier, en haut, effectivement, une petite bande rouge, dans l'ordre rouge, et une petite bande bleue. Mais je parlais du vengeur de la République qui coule, enfin tout ça aussi ça appartient à la mythologie, mais avec le drapeau blanc, mais également le drapeau d'Arcole. Quand on présente Bonaparte traversant le pont d'Arcole, il a un drapeau blanc avec quelques losanges rouges, etc. Le drapeau tricolore, dans la disposition actuelle, n'a jamais existé sous la Révolution française. Jamais, jamais, jamais. Il est mis dans les pavillons militaires, dans les drapeaux militaires, en 1812 seulement, sous Napoléon Ier. Jamais, sous la Révolution française, le drapeau en question n'a été mis en avant. Jamais. Voilà. Alors il y a déjà cela. La cocarde également n'était pas du tout dans la disposition actuelle. La disposition actuelle date de 1830. C'est-à-dire que les Français devraient savoir, on devrait leur apprendre à l'école, que le pavillon actuel de la France, le drapeau de la France, dans sa disposition date de Napoléon Ier, et que la cocarde nationale dans sa disposition actuelle date de 1830, c'est-à-dire de Louis-Philippe. La cocarde que portait Napoléon Ier sur son chapeau, que la garde impériale portait, alors là c'était autre chose, c'était bleu, rouge, blanc. Le blanc à l'extérieur, pour que l'on voit bien les couleurs
bleu et rouge. Or, chaque fois qu'on voit des soldats de la garde impériale représentés ou le chapeau de Napoléon Ier, on le met avec la cocarde de 1830. Alors, c'est par des petits mensonges symboliques de la sorte qu'on arrive à fausser le jugement des personnes. Et nos adversaires sont très forts sur le plan des images, de créer des images. Et sous le prétexte que nous avons raison sur le plan des idées, nous ne donnons pas la peine d'avoir raison et de projeter ces idées dans des images, et en tout cas de démolir les fausses images des autres. Alors, un auditeur dit effectivement, je savais que le drapeau français portait les couleurs du manteau de Saint-Martin. S'il en est vraiment ainsi, ce drapeau n'a rien à voir avec les révolutions. Oui, c'est évident, vous venez de nous en... C'était la livrée. Les gardes françaises étaient bleu-blanc-rouge aussi. Un auditeur demande si on sait ce que sont devenues les pierres de la Bastille. Oui, il en a été prise et gravée, dessinant la Bastille et envoyée dans les 83 départements, parce qu'il y a eu le découpage départemental. Une autre partie a servi à construire un pont à hauteur de la Concorde, et puis il y a un petit malin qui s'est fait attribuer la démolition et qui a vendu les pierres. Il s'est fait attribuer gratuitement et il a vendu les pierres. On a son nom? Non. Je ne l'ai pas en tête. Ça vaut peut-être mieux. Un auditeur dit « Les archives de la Bastille sont à Saint-Pétersbourg où elles ont été portées au moment de la Révolution. » Mais au moment de quelle Révolution? Alors, elles ont été dispersées dans les fossés de la Bastille le jour de la pseudo-prise de la Bastille. Il en a été récupéré une partie et on en trouve pas seulement à Saint-Pétersbourg, on en trouve à bien des endroits. Et alors une auditrice nous dit que 100 ans, jour pour jour, avant le 17 juin 89, date de la désobéissance du tiers-État au roi dans la salle du jeu de paume, Sainte Marguerite avait demandé au roi de France la consécration de la nation au Sacré-Cœur de Jésus, et avait prévenu que s'il ne répondait pas aux vœux du Seigneur, il adviendrait de grands malheurs. Donc en fait, le facteur déclenchant de la Révolution, symboliquement, ce serait la désobéissance du tiers-État dans la salle du jeu de paume. Oui, ça c'est... on en parle. Oui, mais enfin, c'est une anecdote intéressante. Si par bonheur on changeait de régime, il faudrait choisir le 8 mai comme fête nationale pour fêter Jeanne d'Arc. Alors ça, voilà, là on va rentrer tout de suite dans le... Mais non, vous n'êtes pas d'accord, du tout, parce que si on décide que ce soit le 8 mai, c'est effectivement la délivrance d'Orléans. À l'époque, on ne parlait pas de libération, le mot est à la mode, on parlait de délivrance. C'est un mot du vocabulaire marxiste. Par exemple, lorsque les armées soviétiques rentrent dans Vienne, on libère Vienne, et lorsque Mao Tse-tung prend le pouvoir en Chine, il libère la Chine. Oui. Le mot libération est un mot du vocabulaire marxiste. En France, le mot français, c'est la délivrance d'Orléans le 8 mai. Mais à ce compte-là, pourquoi pas, en ce qui concerne Jeanne d'Arc, le 6 janvier, c'est le jour de sa naissance, et surtout pas, pourquoi pas, le 30 mai, jour de sa mort sacrifice. Sa naissance au ciel. Donc, oui, bien sûr. Alors donc, on pourrait choisir X date. Alors, le choix d'une fête nationale de remplacement du 14 juillet, c'est à l'ordre du jour. J'ai mon idée, est-ce que je puis l'exprimer? Voilà. Alors, ça devrait être la fête de la France, parce que, après tout, le 14 juillet, c'est la fête de la République, ça devrait être la fête de la France, ça devrait s'appeler de la sorte. Alors, je propose le 15 août. Pourquoi? Parce que dans une institution, dans un groupe humain, chez une personne, quelle est sa fête? C'est le jour de sa naissance ou le jour de son saint patron. Le jour de naissance de la France, les historiens n'en finiront pas de le déterminer, et puis il y aurait des partis pris idéologiques vraisemblablement. Tandis qu'on sait très bien que la sainte patronne de la France, c'est la Vierge Marie. Le 15 août, c'est la patronne principale de la France, Sainte Thérèse et Sainte Jeanne d'Arc étant patronnes secondaires. Donc, tant qu'à faire, mieux vaut s'adresser à la patronne principale qu'à une des patronnes secondaires pour la fête nationale. C'est la commémoration, ce serait la commémoration du 15 août 1989, c'est-à-dire la grande manifestation réparatrice à Paris. On disait toujours le 15 août à Paris, à 15h, il n'y a personne. Or, il s'est trouvé une foule immense. Et puis, ça tient peut-être à mes origines familiales. Ma mère est une Corse de la montagne. Et c'est le Saint-Napoléon. Nous étions dans une famille qui considérait que c'était la 4e dynastie. C'est-à-dire le principe monarchique déplacé dans la famille napoléonienne, avec, on m'a répété souvent quand j'étais enfant, le mot de la Varande, Napoléon III, le dernier de nos souverains. Eh bien, je crois
que ça concilierait également avec la nécessité militaire de la Saint-Napoléon le 15 août, le pape ayant fixé cette date. La Saint-Napoléon, il y a un Saint-Napoléon qui a existé, mais c'était le 4 juillet. Le 4 août. Et le pape Pie VII a déplacé la mise au 15 août. Donc, ça satisferait à la fois le milieu militaire et des gens d'une certaine tradition, qui adhèrent au principe monarchique s'entend. Ça serait la fête principale de la France avec la Sainte Vierge et la commémoration de la grande manifestation réparatrice du bicentenaire terroriste de 89. Voilà ma proposition, c'est le 15 août, fête de la France. Alors, dernière question, on garde le drapeau, on change la fête nationale, mais qu'est-ce qu'on fait de la Marseillaise? Alors la Marseillaise, c'est autre chose. J'ai toujours cru que c'était un chant municipal. Pourquoi pas l'appeler la strasbourgeoise, puisque c'est né à Strasbourg, ou la cherbourgeoise, ou la rochelaise, dans le fond. J'ai jamais compris qu'un hymne national est une appellation municipale. Ensuite, l'auteur des paroles, parce que la musique, on le sait, c'est un maître de chapelle qui l'a écrite. Alors là, ça nous déplacerait peut-être, mais l'auteur n'est pas du tout intéressant, ce faux noble d'ailleurs, qui, un soir où on avait bien bu chez M. de Dietrich, a dédié d'ailleurs ce chant de guerre de l'armée du Rhin au maréchal Luckner, qui sera guillotiné d'ailleurs. Et il faut dire que Roger de Lille s'en tire de justesse, oui. Parce qu'il est libéré par Thermidor, parce qu'on se guillotinait joyeusement, et qu'il y a eu toutes les opinions. Il a été royaliste, il a été républicain, il a été bonapartiste, il est redevenu ceci, il est redevenu cela, et finalement, un personnage très peu intéressant, avec des paroles épouvantables. Nous subissons les paroles d'un hymne national qui est le seul au monde qui ne fait pas part de la beauté du pays, de l'amour, de la paix et de choses semblables. C'est le seul où on s'étripaille, où on se tue, et c'est vraiment très, très pénible. À propos de Rouget de Lille, si vous permettez une seconde, il faut quand même rappeler au passage qu'il a fini ses jours pensionné par Louis-Philippe. Quand même. Oui, parce qu'il était dans la misère noire, et il était enterré à Chatou. Et en 1916, c'est une chose tout à fait inconnue, en 1916, pour des motifs d'ordre patriotique peut-être, mais surtout républicaniste, on a transféré ses restes présumés aux Invalides. Ce qui fait que Rouget dit de Lille, attention, c'est un faux noble, se trouve aux Invalides à l'heure actuelle. Alors, c'est ça. C'est M. Palois qui a vendu les pierres de la Bastille. Parfaitement, c'est Palois, P-A-2-L-O-Y. Jean Tullard, messieurs Tullard, Fayard et Fierot, car on ne peut pas les désunir dans cette œuvre. C'est vraiment un document magnifique, je l'ai dit 100 fois, mais je ne le répéterai jamais assez. Histoire et dictionnaire de la Révolution française dans les collections bouquins. En plus, c'est pas un investissement bien coûteux, parce qu'il vaut 120 francs, et vous en aurez besoin jusqu'à fin 99, car la plaisanterie va durer encore 6 ans. Donc, si vous l'avez acheté comme moi en 89, de 89 à 99, ça fait 10 ans, ça fait 12 francs par an, ça fait 1 franc par mois. C'est moins cher que l'abonnement au livre-journal. Vous vous rendez compte? Mais il y a moins de choses, faut dire. Bon. Vous avez fini de me poser des choses sur mes livres. Ça alimente la conversation. Mais non, parce que je disais donc que Rouget de Lille, Claude Joseph, 1760-1836, était sous-lieutenant en 89, capitaine du génie en 91, ingénieur en chef de la place de Huningue. Au mois d'avril 92, il était en garnison à Strasbourg lorsque le maire, M. de Dietrich, l'invitait à dîner. C'est le moment où la guerre venait d'être déclarée. Il composa un hymne patriotique, connu d'abord comme hymne des Marseillais, puis comme Marseillaise. Mais il refusa d'adhérer à la déchéance de Louis XVI et fut suspendu. Ça, c'est quand même assez sympathique. Sans situation, il tenta de s'engager comme volontaire. Incarcéré comme suspect en raison de ses origines sous la terreur, il ne sortit de prison qu'à la chute de Robespierre et composa alors le chant du 9 Thermidor. Il suivit Tallien à l'armée de l'Ouest et fut blessé à Quiberon, passé chef de bataillon. Il quitta l'armée en 1996 et vécut misérablement de divers travaux de plume, traduction, préface, mémoire, et du vent de sa propriété familiale. Louis-Philippe lui accorda une pension de 1500 livres qui le mit à l'aise. C'est dans l'un de ses nombreux hymnes c'est dans l'un des nombreux hymnes qu'il composa que figure ce refrain: mourir pour la patrie, c'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie. Oui, mais alors rappelons qu'il a été blessé à Quiberon dans le rang des fusilleurs. Oui, je en doutais bien, t'es pas non. dans les autres rangs.
Vous dites qu'à la Bastille, les domestiques étaient enfermés avec leur maître, cependant était-il libre, pouvait-il sortir? Oui, parfaitement, et même les maîtres pouvaient sortir, puisqu'ils avaient des permissions, on leur permettait d'aller en ville, et pour ceux qui n'avaient pas l'autorisation d'aller en ville, on leur permettait de se promener sur la terrasse, il y a une grande terrasse à la Bastille, où ils se promenaient, et d'ailleurs, ils échangeaient des messages avec le voisinage, au moyen de longues vues et de lettres découpées dans du carton. Ils s'écrivaient comme ça, ou de grands panneaux sur lesquels ils écrivaient en gros, et je ne sais plus quoi, je crois que quel est ce détenu, c'est pas Latude, mais c'est quelqu'un de ce genre-là, qui entretenait un commerce avec les grisettes du quartier. On ne sait pas ça exclure. Par le moyen de ces... À la prison de la Santé, et lorsqu'elle était la plus grande caserne de France, avec des généraux, ça se faisait. Il avait inventé le Minitel Rose avant la date. C'était Nini Poutchien qui habitait dans le quartier, non? Tiens, il y a une question amusante, elle n'a rien à voir. Oui, Nini Poutchien, non, pardon. Ah bah oui, à la Bastille, bien sûr, on l'aime bien d'ailleurs. C'est une question qui n'a rien à voir. Non, mais j'étais en train de lire, je peux pas. Oui, il a pris un flop là. Je ne parle plus. C'était Daniel Amiche. Je disais qu'il y a une question à Pierre Sidos que je vais lui poser, bien qu'elle n'ait rien à voir avec notre sujet. C'est un auditeur qui, probablement mal intentionné, vous dit « Monsieur Sidos, que pensez-vous des tags ?» Je suis très anti-tag. Alors il ajoute « Vu que pendant des années, nous avons vu votre nom tagué sur les murs de Paris. » Alors voilà, le fait c'était fait au blanc d'Espagne, c'est-à-dire quelque chose qui se retire facilement. Daniel, on ne se fâche pas, hein, on me dit rien. Et c'était toujours blanc, je précise. Et donc ça pouvait se retirer facilement avec une brosse et de l'eau. Et c'était bon marché, à tel point qu'étant une contravention de 4e catégorie, le pouvoir politique, pour empêcher justement l'expression politique que cette auditrice signale, désormais c'est à 4000 francs l'inscription. Tandis que les tags en question, c'est avec des bombes aérosols qui sont volées et avec un liquide indélébile que l'on ne peut pas retirer. Alors entre l'expression d'une opinion politique bon marché, bien dessinée, et avec un patronyme bien français, compréhensible, puisque ça en langue celtique ça veut dire la paix, et ces espèces de graffitis incompréhensibles, et parfois en langue anglaise, je revendique encore ce qui a pu se faire à mon nom. Bon, alors voilà, c'était une taquinerie, mais vous avez déjà répondu. Donc vous êtes acquitté au bénéfice du blanc d'Espagne. Ça me change des tribunaux. Oui, on connaît. Est-ce que je peux dire pont sur le Beketch aussi? Oui. Le rouge et le noir est de Catherine Ney et non de Christine Clair. Oh là là. Moi, je croyais que c'était de Staline. Oui, non, mais c'est pas le même. L'action française n'a jamais été d'extrême droite. Elle se place au-dessus des partis. Elle a toujours été germanophobe. Rouget de Lille est enterré à Choisy-le-Roi, nous dit un auditeur. Non, il a été déterré en 1916 et mis aux Invalides. À ma connaissance. Alors il ajoute, on peut encore y voir sa tombe, mais on ne sait pas s'il y a encore quelque chose dedans. Bonne question. Voilà. C'est en 1920 qu'a été voté par un gouvernement socialiste la fête de Jeanne d'Arc comme fête nationale le 8 mai. C'est la Chambre Bleue Horizon, le 10 juillet 1920. Et ça s'appelle la loi Barès. Il me semble que la Sainte Vierge suffit amplement à donner la vraie fête nationale à la France. On ne lui allie pas un autre personnage SVP, mais je crois qu'il était. Nous sommes d'accord, hein, c'était un plus. Émission passionnante, nous dit une auditrice. Ça c'est bien indulgent, hein, c'est gentil, ça fait plaisir. Il y a quelques pierres de la Bastille dans un petit square qui se trouve face à la bibliothèque de l'Arsenal, boulevard Henri IV, juste avant le pont de Sully. Il y en a même présentes au sous-sol, c'est-à-dire à la station de métro est indiqué ancienne pierre de la Bastille, etc. Oui. Et toujours dans le cadre des ponts, pourquoi employez-vous des mots qui n'existent pas comme investiguer? Comment ça n'existe pas? L'investigation. L'investigation, oui, mais investiguer, non. Ah, je me demande. Cela étant, cet auditeur vous aime beaucoup. C'est gentil. Mais il voudrait que vous soyez parfait. C'est un néologisme. À l'impossible, nul n'est tenu. Et moi, j'aime bien les néologismes. J'en fabrique à longueur de journée. Et alors, à partir d'un mot français, pourquoi pas? Par exemple, comment voulez-vous appeler les feuilletons autrement que des américaneries? Mais encore, je suis poli. Hein, bon. Eh bien, ça n'existe pas, américanerie. N'empêche que ça définit bien les feuilletons télévisés. Voilà. Merci, Pierre Sidos.
Merci d'être venu nous proposer votre programme de réforme de la fête nationale et des éléments constitutifs. Le dernier mot, ce serait souhaitable que justement au concept qui sont vrais que nous exposons, nous opposions aux images fausses de l'adversaire, la restitution des images vraies de notre histoire, et notamment avec la Vendée, ça commence, il a fallu tout de même attendre 200 ans, ce qui est extraordinaire, et se rappeler que le 14 juillet, c'est le jour de la mort de Philippe Auguste, il faut y penser, et également l'acte de Charlotte Corday à un jour près, c'est-à-dire le 13 juillet. Donc on peut avoir une pensée pour un de nos plus grands rois, Philippe Auguste, mort ce jour-là, et pour Charlotte Corday. Alors puisqu'on parle de Charlotte Corday et qu'on est écouté, qu'on est parfaitement écouté à Trouville, on entend parfaitement Radio Courtoisie à Trouville sur la longueur d'onde du Havre 101.1. Alors si on est à Caen, c'est 106, si on est à Cherbourg, c'est 87.8, si on est au Mans, c'est 98.8, et si on est à Chartres, c'est 104.5. Mais au Havre et jusqu'à Trouville, on entend parfaitement 101.1 Radio Courtoisie. Alors je signale, c'est de la publicité complètement gratuite, qu'il y a à Trouville probablement la meilleure pâtisserie qu'on puisse trouver à 200 km à la ronde, puisque je n'ai même pas trouvé d'aussi bonne pâtisserie à Paris, et qui s'appelle chez Charlotte Corday. Donc, c'est le moment ou jamais d'y aller. Si vous êtes dans la région de Trouville-Deauville, c'est juste sur la place du Casino, et c'est merveilleux, c'est les meilleurs gâteaux du monde. Et puis en plus, ça permet de faire une petite visite à Charlotte Corday. Alors, je ne suis pas arrivé à savoir pourquoi ça s'appelle comme ça. Elle est du coin. Elle est originaire, voilà, c'est ça. Oui, mais j'espérais que Charlotte de Corday, que la pâtissière serait une descendante, mais apparemment, elle n'a pas avoué. Alors, dernières informations. Un auditeur nous dit que c'est une famille de paysans du petit village de Lille, faubourg de Lons-le-Saunier, à côté du village de Montaigu, qui a donné naissance à Rouget. Cette famille n'a jamais prétendu à la noblesse, n'avait pas de domaine, seulement un peu de terre, comme beaucoup de paysans. C'est ça. C'est Augereau qui a gagné Arcole et non Napoléon, nous dit un auditeur. Voir le livre de Tullard, La légende noire. J'ai parlé et Victor Hugo, Napoléon. Le pont d'Arcole. Oui. Bien sûr. Le drapeau blanc, je n'ai pas dit qu'il avait gagné. Hein. Non, c'est le franchissement du pont d'Arcole. Le franchissement, oui. Rouget de Lille était franc-maçon, nous dit. Oui, c'était courant à l'époque. Hein. Merci, Pierre Sidoz. Attendez, il y a d'autres questions. On vous remercie pour avoir invité M. Sidoz et on demande où peut-on trouver ces publications. Alors, je vais vous l'indiquer. C'est à 4 bis rue Caillot, dans le 13e arrondissement de Paris. C'est une rue... Tiens, je vais vous raconter une histoire après que vous connaissez peut-être pas sur la rue Caillot. 4 bis rue Caillot, dans le 13e arrondissement de Paris. Et le téléphone est le 44 24 22 54. Il y a quelques mois, M. Toubon, donc il y a peut-être un peu plus de quelques mois, il y a 2 ans, M. Toubon, qui est maire du 13e arrondissement, a fait poser des plaques magnifiques dans la rue Caillot, indiquant rue Caillot, et dessous il y avait homme politique français, 1800, je sais pas quoi, 1940, 1930, 45, 39, je sais plus en quelle année il est mort. Et alors, j'ai donc pris ma plus belle plume et j'ai fait dans La France un article qui expliquait que M. Toubon était tellement, s'était laissé emporter par son enthousiasme historique, parce que le Caillot en question n'avait absolument rien à voir avec le Caillot, qui était par ailleurs une jolie canaille, qui méritait pas du tout d'avoir une rue à son nom, puisque quand même il avait été condamné par la haute cour pour trahison, pour intelligence avec l'ennemi. Ce qui, pour l'instant, ne mérite. Il y aura peut-être un jour des rues. Oui, enfin des rues qui portent des noms de gens. Mais il n'y a pas de rue Joseph Caillot. Le Caillot en question, c'était tout simplement le propriétaire des terrains sur lesquels avait été tracée la rue. Le temps que le journal sorte, les plaques avaient été retirées. Et elles ont été remises un certain temps. Alors j'ai téléphoné à la mairie en disant, écoutez, la plaisanterie a assez duré parce que je serais très vexé d'avoir le siège de l'œuvre française à cet endroit-là.